La question est donc effectivement celle-ci, repenser l'innovation à la lumière de la philosophie pour son enseignement en sciences de gestion. Tout d'abord, la philosophie, il faut la comprendre comme une discipline thérapeutique. Et il y a plusieurs raisons pour la considérer comme philosophie, comme thérapeutique, pardon, mais que philosopher est une nécessité pour les sciences de gestion également. C'est que l'une d'entre elles est que nous savons que depuis l'Antiquité, la philosophie, elle est curative et elle est préventive. Elle est aussi cathartique et elle est aussi thérapeutique. En effet, la philosophie guérit des maux dont on peut être affligé. Par son travail sur l'âme, la philosophie permet d'envisager des situations de manière différente. La philosophie aide à penser d'une manière préférable pour mieux vivre. Et elle est préventive aussi, dans le sens où la philosophie, surtout chez les stoïciens, aide à anticiper les maux qui peuvent advenir. La philosophie prévient les obstacles, elle aide à se préparer face aux risques qui peuvent venir. Si la philosophie est cathartique, c'est parce qu'elle permet un rapport à la vérité. Elle permet de se dire, elle permet de dire la vérité. En effet, la voie vers un mieux-être, le chemin de la sagesse, oblige à une transparence envers soi-même, à savoir se dire à soi-même. Ainsi, du côté de l'innovation, il nous semble aussi indispensable d'avoir une forme de nouveau rapport à la vérité. On doit se demander si celle-ci peut bénéficier de la philosophie. Car si l'innovation a permis aux organisations de survivre, de croître pendant de nombreuses décennies, n'est-elle pas dans le même temps la cause de maux majeurs, qu'ils soient politiques, écologiques ou humains? S'il faut repenser l'innovation, c'est parce que l'innovation est enfermée dans une herméneutique capitaliste dont elle doit s'extraire. Depuis des décennies, l'innovation est affectée par une culture, par des symboles, par un environnement, un écosystème, qui la noie dans une façon d'être, dans une façon de se comporter qui la réduit en un dispositif exclusivement destiné à la production économique. Cette herméneutique l'empêche de penser l'innovation. Elle n'est plus que faire, elle n'est plus qu'un outil de production. Et s'il faut qualifier finalement cette herméneutique, il faut le dire de manière très claire, elle est d'essence capitaliste. Pour tenter de repenser l'innovation, nous avons besoin de formuler une ou plusieurs propositions qui sortent forcément de ces murs habituels. Plus précisément, une pensée qui va examiner l'innovation avec de nouveaux regards qui peuvent désormais intégrer responsabilité, éthique, humanisme. Penser l'innovation avec l'habituelle méthodologie de déconstruction ne peut pas suffire. D'une part, cela a été fait plusieurs fois par de nombreux chercheurs, et d'autre part, cela porte un risque qui est de considérer que nous repensons sans sortir de l'espace nécessaire pour la reconstruction. Autrement dit, les fers de l'innovation sont tels qu'ils peuvent nous laisser croire que celle-ci est pensable ou repensable de manière autonome, indépendante, désintéressée. Or, il n'en est rien. Il est donc indispensable de repenser l'innovation avec des outils plus appropriés, qui changent de la façon avec laquelle nous pensons généralement l'innovation, globalement, les catégories scientifiques de l'ingénieur, ainsi que les catégories managériales. C'est pourquoi, en philosophie des sciences de gestion, cela devient une nécessité. L'enjeu est donc de penser l'innovation, plus exactement la repenser, avec la philosophie, car il s'agit de questionner, de faire douter, de montrer, d'analyser, de souligner aussi de possibles réponses, même si elles ne peuvent pas être uniques. L'hypothèse que nous formulons est que la philosophie veut venir en aide à l'innovation par ses qualités, ses dispositifs, ses techniques et son expérience. Elle seule peut lui montrer la lumière, proposer un autre regard, certainement plusieurs points de vue et suggérer des voies préférables à suivre. Toutefois, la philosophie est évidemment trop générique, d'autant qu'il n'existe pas tant la philosophie que des philosophies. Et toutes les philosophies ne sont pas nécessairement appropriées pour toutes les problématiques. Concernant l'innovation, trois pensées spécifiques nous semblent intéressantes pour aider à repenser l'innovation. Trois philosophies qui ne sont pas nées dans leur fondation et que je vais expliquer brièvement, mais leurs approches, même si elles sont relativement éloignées aussi par leur période d'émergence, peuvent nous aider à penser à nouveau frais la capacité d'innover avec les nouvelles approches que j'ai mentionnées, politiques, écologiques, humanistes, responsables et éthiques. Les disciplines, les techniques et les pensées de la philosophie non standard, de la phénoménologie ou encore des exercices spirituels semblent intéressants pour notre propos. Elles nous semblent être pertinentes pour atteindre cet objectif de la repensée. Et ces trois propositions permettent, nous espérons, de monder, de penser, d'ériger l'innovation pour un futur préférable. Car il faut être clair, ces approches n'ont pas pour but de faire évoluer l'innovation ou de se contenter d'appeler
à un nouvel innovateur dit philosophe, mais plus éthique ou plus responsable à l'occasion de la mise en place de ces innovations. Autrement dit, il ne s'agit pas d'apporter une forme de vernis sur l'innovateur, d'apporter un vernis possible sur l'innovation, mais de remettre complètement en cause l'innovation de manière ontologique. La tentative ici que je propose est de repenser l'innovation en tant qu'innovation, avec évidemment une nouvelle catégorie qui est celle de la philosophie, plus exactement les trois dont je vous ai parlé et que je vais détailler maintenant. Que pourrait véritablement, et la question est importante, recouvrir l'hypothèse d'une innovation non standard? S'il y avait une pensée d'innovation non standard, c'est-à-dire une focalisation sur l'orchestration des dispositifs vitaux, sans de simple aménagement des processus actuels, alors l'écrasement capitaliste sur l'innovation, avec de simples finalités que sont les performances financières, pourrait alors être absent ou au moins freiné. Il semble que cette proposition permettrait de combler une forme de vide de la pensée qui laisse la place à l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui dans ses caractéristiques les plus hégémoniques. Plus précisément encore, l'hypothèse d'une innovation non standard cherche à éviter l'écrasement pseudo-parménidéen qui est que le même est être et penser. Aujourd'hui, l'innovation n'est que être, puisque pas de pensée. Plus qu'être, on peut qualifier l'innovation comme être en réel. La pensée est alors tout à fait négligeable. Viser une innovation non standard chercherait à s'insérer dans des interstices rendant possible l'écrasement, ou plus exactement rendant impossible l'écrasement, mais surtout commencer à entrevoir un chemin où la pensée peut devenir un contre-pouvoir à l'innovation en réel. Alors, la problématique pseudo-parménidéenne, le même pourra alors continuer à être et penser, mais cette fois en associant faire et réflexion. Praxis theoria, comme on peut le dire. Pour le dire encore une fois autrement, il ne fait pas de doute que la pensée doit venir s'associer à l'innovation, d'où elle est finalement un peu exclue aujourd'hui. Et il s'agit bien d'association entre le faire et penser, car il ne s'agit plus de faire, mais de faire avec la pensée, avec conscience, pour le dire encore autrement. Cela signifie que l'innovation ne doit plus être simplement être conviction et affirmation, mais elle doit être conçue et développée, mise en œuvre, lancée et suivie d'arguments et réflexions, avec conscience et doute, avec questionnement et hypothèse. L'innovation a fini par être prise, elle n'a pas toujours été comme ça, entre des griffes libérales, égoïstes, et s'est retrouvée sous la pression actionnariale qui n'a vu en elle qu'un moyen de générer du profit. Cela est d'autant plus dommageable que bon nombre d'innovateurs, d'innovations, ont au contraire veillé à mettre en place des propositions humanistes, des solutions pour le bien commun. Ce n'est toutefois qu'une minorité des innovateurs, et la critique que nous formulons vaut plutôt pour la large majorité des innovations dites privées et commerciales. Pour faire un parallèle avec la philosophie non standard de François Laruelle, ce que reproche le philosophe français à la philosophie est certes de ne pas avoir accompli son projet en ne pensant que sur elle-même, de n'avoir que des prétentions de pensée, que l'on peut retrouver dans l'innovation aujourd'hui, concernant les objets et les thèmes dont elle déclare s'occuper. La santé, l'éducation et d'autres moyens, mobilité, télécommunications. Et pour sortir de cette impasse paralysante, il a fallu développer un mode de pensée radical qui, en quelque sorte, dépasse la philosophie, même si elle reste évidemment le matériau primaire. Même chose pour l'innovation. Il y a une nécessité de dépasser son cadre de manière radicale et veiller à son accomplissement. Cela ne peut s'opérer par elle seule, pour elle seule, et donc il y a une autre forme à prendre qui est celle de l'innovation non standard. Une deuxième approche nous aide à repenser l'innovation. La deuxième, c'est celle de la phénoménologie husserlienne. Les caractéristiques de la phénoménologie que sont la recherche de la vérité, l'accès aux choses mêmes, l'analyse des vécus, ne semblent pas être des éléments évidents a priori pour caractériser une nouvelle innovation. Toutefois, lorsqu'on regarde de plus près les composants de la phénoménologie, le questionnement dans sa appréhension du monde, sa demande d'étonnement, son interrogation face aux choses qui nous environnent et ce qui se donne à nous, son obsession au sens large de comprendre, il semble que ceci soit pertinent pour repenser l'innovation. Cela est d'autant plus intéressant et pertinent si l'on s'interroge sur qui innove. C'est l'individu qui innove, qui s'étonne, qui reçoit le monde. D'où viennent cette conscience du monde et son analyse des vécus? C'est nécessairement un travail de l'homme, de l'innovateur, et c'est peut-être à travers lui que doit s'appliquer la phénoménologie. C'est peut-être à lui de ne plus exécuter l'innovation, mais l'apprendre,
Ne plus exécuter ou effectuer l'innovation, mais la vivre. C'est se mettre dans une posture qui ne se limite pas au contrat de travail, ni spatial, ni dans l'environnement d'un lieu de travail, ni même au titre de n'importe quelle activité, mais s'exercer à évaluer l'innovation en continu et sans limite. Poser la question de la phénoménologie pour repenser l'innovation, c'est non seulement poser que la connaissance des choses mêmes est un exercice qui peut contribuer à l'amélioration des choses elles-mêmes, mais également pour accéder à cette connaissance, à ce questionnement. Et il est nécessaire et fondamental de savoir se questionner avant tout. Autrement dit, c'est se demander comment connaître en prenant en compte l'appareil de connaissance. Pour le dire d'une autre manière, au lieu de considérer une réflexion sur les effets de l'innovation, performance, conséquences, profit, il s'agirait plutôt de s'interroger sur la connaissance de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Doit-elle exister? Mais aussi qui la génère? Pourquoi le fait-il? En réponse à ces questions, nous pourrions influer sur les phénomènes. La méthode phénoménologique, sa constitution dans ses théories ainsi que dans ses modalités pratiques, semble être un apport majeur pour repenser l'innovation dans ce second temps. Enfin, le troisième et dernier pilier pour repenser l'innovation est celui des exercices spirituels. Dès ses origines, la philosophie est exercice spirituel. Son enjeu est de travailler, d'exercer son âme, son esprit pour vivre du mieux possible face aux obstacles que la vie apporte nécessairement. Les exercices spirituels peuvent prendre différentes formes: dialogue, méditation, attention à la diététique, répétition des dogmes, lecture, écriture. Et lorsqu'on les pratique, ils permettent le soin de l'âme. Chez les stoïciens, les épicuriens, les stoïciens. Les cyniques agissent alors comme une thérapie. C'est le but de la philosophie, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et cela afin que celui qui les met en œuvre, qui va les pratiquer, ces exercices spirituels, puisse vivre du mieux possible. Tant dans les théories, les discours que les pratiques. L'exercice spirituel des stoïciens, des épicuriens et des cyniques traverse toute la philosophie hellénistique et romaine. Ces exercices si particuliers pour développer sa spiritualité demeurent au-delà de l'Antiquité. Les discours des anciens, dans leurs ensembles, ont une portée universelle. Il semble déterminant de comprendre l'actualité et la nécessité des exercices spirituels pour notre temps. D'autant plus pour les innovateurs qui construisent le monde d'aujourd'hui et de demain. Autrement dit, comment pouvons-nous les exclure de cette question spirituelle pour un monde à venir qu'ils ont entre leurs mains? Pierre Hadot soulignait cet élément de manière importante. Je le cite. Le modèle de la philosophie antique est toujours actuel, ce qui signifie qu'une quête de la sagesse est toujours actuelle et toujours possible. Je dirais seulement qu'il y a, me semble-t-il, des attitudes universelles et fondamentales de l'être humain lorsqu'il recherche la sagesse, c'est dans exercice spirituel et philosophie antique. Ce serait une erreur de lire Pierre Hadot uniquement pour le domaine réservé de la philosophie. La philosophie ne s'adresse pas qu'à elle-même. Et l'actualité contemporaine des exercices spirituels, ainsi que Pierre Hadot l'appelait de ses voeux, doit prendre pied dans l'innovation, dans celui qui fait le monde, et dans l'innovateur ou pour l'innovateur et ses citoyens. La volonté de puissance des exercices spirituels antiques, qui ont survécu pour se retrouver dans le présent, dans notre monde actuel, de manière concrète, avec des philosophes qui continuent sur cette dimension-là, nécessite que nous leur rendions hommage en quelque sorte, après avoir traversé 2500 ans, en les utilisant là où ils sont des plus nécessaires. Et il n'y a peut-être pas de meilleure manière que de leur rendre hommage en les utilisant, en les confrontant à un certain terrain où la sagesse semble faire défaut à l'heure actuelle, qui est le terrain de l'innovation. Pour conclure, un monde bienveillant auquel nous pouvons aspirer ne parvient pas à émerger. Nous n'avons que des discours possibles parce que nous extrayons de nos discours ceux qui font le monde. Autrement dit, encore une fois, la philosophie a toujours tendance à se penser sur elle-même, par elle-même, avec une forme de prétention au monde, comme François Laruelle l'a critiqué avec la non-philosophie et que nous avons cherché à mettre en œuvre avec une innovation non standard ou une non-innovation. Les organisations politiques internationales ne cessent de créer sommets, conventions, accords et traités pour tenter de réduire les conséquences négatives des activités humaines dans le cadre de croissance économique. Rien n'y fait. Nous savons que les organisations politiques, les gouvernements des pays ont une influence très relative sur les grandes organisations privées, qui sont désormais aujourd'hui bien plus puissantes que de nombreux États et à la tête desquels se trouvent des innovateurs. De plus, les moyens à mettre en œuvre pour cesser de nuire
ne sont pas idoines pour séduire un électorat qui se refuse d'envisager les changements fondamentaux nécessaires. D'un point de vue local ou sectoriel, les autorités sont tout autant dépassées et les lois, les régulations sont en permanence détournées, déjouées, sans compter que, et c'est important de l'avoir en tête, de le rappeler, l'innovation vient toujours avant la loi. Les amendes peuvent se compter en milliards d'euros. Elles ne sont pas dissuasives pour des films dont les revenus sont hautement supérieurs à moyen ou long terme. Que reste-t-il donc pour faire le bien lorsque la législation, la régulation, la dissuasion n'ont aucun effet? Quel outil à mettre entre les mains des innovateurs s'ils ne peuvent pas être politiques, législatifs? Pour qui, finalement, doivent-ils agir selon le bien commun? Comment peut-on imaginer la façon avec laquelle il existe l'épidémiologie et O2 en Grèce, qui est de prendre soin de soi? Le parti développé dans cet échange, tous ensemble, est justement de souligner qu'il est nécessaire de philosopher en sciences de gestion, évidemment, et peut-être plus particulièrement en ce qui concerne l'innovation, tant pour sa compréhension que son enseignement. Plus particulièrement, ce que l'on a essayé de regarder ensemble, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure la philosophie non standard peut aider à cela avec une innovation non standard, autrement dit une philosophie qui n'a pas de prétention au monde, une innovation qui n'a pas de prétention au monde, la phénoménologie husserlienne, et avec une phénoménologie destinée à l'innovation pour comprendre les phénomènes qui nous arrivent et insister sur les phénomènes tels qu'ils peuvent arriver en fonction de l'innovateur, et plus exactement, pour terminer, les exercices spirituels, ainsi qu'ils peuvent être développés dans l'Antiquité et qui seraient à repenser à nouveau frais pour les innovateurs, dès lors qu'il s'agit de penser à comment peut-on faire le bien. Ces trois dimensions-là sont probablement une voie pour repenser l'innovation et viser un enseignement différent de cette discipline dans les sciences de gestion, tout du moins si l'on veut préserver une vie authentiquement humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier pour cette magnifique présentation qui nous invite à réfléchir sur le sens de l'innovation finalement. Et peut-être à cette question, qu'est-ce que nous souhaitons en fait pour notre avenir d'humain? Vaste question. Est-ce que la salle virtuelle a des questions, souhaiterait réagir sur cette question de l'innovation? Oui, une petite question, Anne. Oui. Oui. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation très, 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 très riche. Alors moi, en fait, j'aurais une petite question. J'ai ressenti une acception, une connotation finalement assez morale dans la façon d'aborder l'innovation dans ta présentation, notamment au regard des enjeux politiques, écologiques, éthiques. Et en fait, à ce titre, je m'interrogeais sur la distinction que vous opérez ou non sur l'innovation et le progrès, en fait. Voilà. Donc, c'était une simple question sur la différence ou les ressemblances entre ces deux notions. Oui, c'est très important. On distingue progrès, invention et innovation également. Le progrès, c'est du latin progressus, dans lequel il va y avoir quelque chose de désintéressé. C'est-à-dire que nous faisons un progrès de la connaissance, par exemple, et simplement pour qualifier ou pour expliquer cela un peu dans le détail, on s'aperçoit que le progrès est fait par les philosophes et les scientifiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des philosophes dans l'Antiquité s'intéressaient autant aux sciences qu'aux philosophies, parce que tous sont philosophes, les pythagoriciens, enfin Pythagore évidemment, mais Thalès également, pour la simple raison, et Aristote que tout à l'heure tu soulignais, Aristote explique qu'est-ce que la philosophie sinon l'étonnement. Et pourquoi est-ce que les individus sont arrivés à la philosophie? C'est parce que les individus s'étonnent, je crois que c'est dans la République. Les individus s'étonnent. Le problème, c'est quand on s'étonne, comment est-ce que l'on trouve une réponse? On trouve une réponse dans la science. Et donc, les philosophes qui posaient la question ont cherché à trouver une réponse. Et donc là, il y a un progrès de la connaissance qui s'opère. Et ce progrès de la connaissance, il se fait de manière contributive avec une évolution possible. Cette dimension-là est d'ailleurs tout à fait sensible à la fin du 19e siècle encore, où l'on a des Berthelot, où l'on a des scientifiques qui sont aussi des philosophes. Et ils se posent toujours des questions de manière philosophique, sans distinguer l'un ou l'autre. Et puis,
Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'il y a une séparation entre les deux? Une séparation dure d'ailleurs, hein, mais les mathématiques et la science étaient, selon l'arbre que l'on connaît tous, eh bien, les mathématiques et les sciences faisaient partie de la philosophie, bien sûr. Donc le progrès est désintéressé. L'innovation, elle est intéressée. Et cette dimension est intéressante. D'ailleurs, de manière très contemporaine, je le dis, ce n'est pas par provocation, mais je pense sincèrement, on peut considérer que Wikipédia est dans cette démarche. Il ne souhaite pas recueillir de l'argent ou des fonds par des publicités. C'est quelque chose d'extrêmement contributif, c'est-à-dire qu'il y a des plages de débat pour le faire. Et par contre, évidemment, du don, et c'est normal, parce que évidemment, il faut avoir un peu de fonctionnement. Mais on peut dire qu'il y a du progrès de la connaissance aujourd'hui avec Wikipédia. L'innovation est donc différente, puisque l'innovation va être à des fins privées, à des fins dirigées. Et à ce titre-là, on va le différencier de l'invention, puisque la différence entre invention et innovation, c'est le fait de générer des profits dans l'innovation, ce qui n'est pas le cas de l'invention. Et on a aujourd'hui beaucoup trop de volonté d'innover, alors qu'inventer, c'est super. Nous n'avons pas forcément besoin d'innover. Je parle évidemment avec pardonnez-moi, mais le background économique de Joseph Schumpeter, évidemment. Et cette dimension-là, elle est importante parce qu'aujourd'hui, quand nous avons besoin d'inventer dans l'éducation ou la santé, nous ne cherchons pas à faire des profits et il faut quand même inventer. Et bien, c'est très bien. On va avoir des impôts grâce à cela, on va avoir des taxes grâce à cela et c'est très bien. On ne cherche pas à innover tout le temps. Par contre, les organisations privées, elles n'ont pas vraiment le choix. Elles doivent innover pour pouvoir générer des profits, pour faire évidemment fructifier leur organisation. Et la question qui m'interpelle depuis longtemps, et Anne l'a rappelé avec la question des exercices spirituels et de l'innovation, c'est innover, oui, mais jusqu'à quel prix? Sachant que ça m'a évidemment troublé à titre personnel, puisque mes travaux en philosophie se retrouvent confrontés à une compréhension pleine et entière des organisations dans une école de business. Okay, évidemment qu'il faut innover, évidemment qu'il faut protéger les entreprises, évidemment qu'il faut avoir un système économique qui fonctionne. En même temps, jusqu'à quel prix? Eh bien, j'essaie de chercher à réconcilier ça. J'ai un peu loin dans la réponse. Mais... Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, peut-être une réaction? Il n'y a pas de micro, Pierre-Olivier. Ah, oui, Pierre-Olivier, il faudrait, je crois, réactiver votre micro. Voilà. Voilà, on vous entend. C'est juste pour revenir sur le... Est-ce que vous pourriez revenir sur le pourquoi et éventuellement le comment de la bifurcation ou le divorce qui a fait que tout d'un coup, on a d'un côté la philosophie et de l'autre côté la non-philosophie, et cette tragique situation dans laquelle on a affaire à des mondes qui s'ignorent, quoi. Enfin. Alors, la non-philosophie telle que je l'ai dit, selon le philosophe François Laruelle, ou la non-philosophie, ou le fait d'être non-philosophe? Oui, alors le fait d'être absolument non-philosophe, oui. Et en particulier par rapport à tout ce qui est problématique d'innovation, où on peut avoir des ingénieurs qui n'ont jamais vu de philosophie, peut-être. Enfin. Oui, absolument. Ça doit même être assez fréquent. C'est même de plus en plus fréquent. C'est même pas de plus en plus, c'est tout simplement fréquent. Et il n'y a pas ce genre d'approche ni en management, ni en école d'ingénieur. Alors, ce qui me trouble le plus, c'est de ne pas l'avoir en management plutôt que pour les ingénieurs. Parce que les ingénieurs, de toute façon, ils sont là pour inventer. Je vais le dire un peu vite, mais les ingénieurs ne sont pas là pour forcément commercialiser ou mettre sur le marché, mais néanmoins, ils sont à l'origine de cela. Or, les managers, ou en tout cas le management en général, lui, va pouvoir au contraire développer cette dimension-là de manière importante. Cette coupure qu'il y a eu, c'est tout simplement à partir de l'industrialisation, dans lequel on va comprendre qu'il y a des intérêts privés dans lesquels on n'a pas besoin d'accomplir une mission importante. Et le fait de ne pas avoir une mission importante, c'est-à-dire je vais penser pour le bien commun ou je vais penser vouloir résoudre des choses pour le monde, mais finalement pour des intérêts privés avec des éléments et une émergence du capitalisme de manière majeure. Et donc c'est le capitalisme qui a semé la graine, mais quand il sème la graine, dans le même temps, il y a une forme de religion qui va s'emparer de ce système-là en disant « faites attention à ce que vous faites ». C'est la religion protestante. Max Weber, l'esprit du capitalisme. Et donc,
on va continuer ça, sauf qu'après, un tout petit peu plus tard, en 1953, c'est Howard Bowen. Howard Bowen va dépasser le cadre de la religion. Il va dire, mais non, en fait, vous devez faire le bien, peu importe si vous êtes protestant ou pas. Ce qu'avait appelé le protestantisme, ça va être évidemment la philanthropie. Et donc, globalement, je peux gagner beaucoup d'argent, je vais rendre, évidemment, ensuite, à la fin de ma vie, dans des organisations, on pense à Rockefeller, on pense à Vanderbilt, tous les pères du capitalisme américain qui vont être effectivement avec une religion protestante importante. Et puis ensuite, nous allons avoir Howard Bowen, 53, qui lui va dire, il va falloir penser au-delà de la religion, avec des éléments très positifs, parce qu'il va parler pour la première fois de personnes morales, par exemple, pour les entreprises. Et il va dire quelque chose de fondamental, il dit que les entreprises doivent avoir un rôle exemplaire. Ça, c'est absolument super. D'ailleurs, on le voit bien parce que l'État français, par exemple, a toujours voulu à ce que les sociétés du service public soient des entreprises exemplaires. Et donc, que ce soit sur les congés payés, que ce soit sur les salaires, elles étaient censées montrer l'exemple pour les entreprises privées. Donc, Howard Bowen dit, ne pensez pas qu'à la religion, faites quand même le bien, c'est important. Oui, sauf que quand vous n'avez pas une mainmise ou un ordre moral, pour reprendre le point de Maxime tout à l'heure, un ordre moral qui vous dit comment penser, eh bien finalement, cela va s'écarter de votre champ et la question de faire le bien ne va être moins en moins prégnante pour vous et vous allez continuer à innover d'un autre côté. Autrement dit, rien n'a remplacé la morale. La morale, je le dis très rapidement, mais la morale, c'est bien différent d'éthique. La morale, elle va être donnée par les institutions. La morale est donnée par l'école, elle est donnée par les hôpitaux, par la prison, par le gouvernement, par les religions, par les églises. Toutes ces différentes dimensions-là, institutions-là, vont nous dire comment est-ce qu'il faut penser. Et quand vous en enlevez une, eh bien forcément, ça va laisser la liberté aux autres d'agir sans penser. Je vais vous donner un autre exemple pour être sûr d'être clair. Lorsque l'on voit émerger la question des corps, par exemple, qui m'importe beaucoup dans le transhumanisme en termes d'innovation, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, certes, on ne pouvait pas tout faire auparavant techniquement comme aujourd'hui on peut le faire avec le séquençage de l'ADN, etc. N'empêche qu'on en a toujours eu la volonté. Ce qui nous empêchait, c'était deux choses. C'est que les églises disaient, mais vous ne touchez pas au corps, vous ne touchez pas à l'être humain, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et d'autre part, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, typiquement, on peut le faire et la religion n'a plus d'emprise sur ces innovateurs. Donc, finalement, on part n'importe comment. Eh bien, ce que je dis, c'est que puisque l'on part n'importe comment, on a besoin de ramener à quelque chose que j'appelle la spiritualité ou les exercices spirituels, qui n'a rien de religieux du tout, mais qui est simplement comment je dois me comporter ou comment je veux me comporter. Les vertus du questionnement. Les vertus du questionnement et du questionnement, c'est vrai, Anne, mais dans les exercices spirituels, il y a des réponses. Il y a des réponses. C'est-à-dire que les maîtres de l'Antiquité, ils apportaient des réponses concrètes aux disciples. Ça pouvait être des lettres, ça pouvait être des discussions. Il ne s'agit pas que de se questionner. Tu n'agis pas bien, il faut que tu t'entraînes à bien agir. Pythagore le dit très bien, je pensais à Plutarque en le disant, Plutarque le dit de manière très claire. Plutarque dit combien de temps tu as réussi à ne pas te mettre en colère. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, tu retournes chez toi, tu recommences, tu notes. Il y a des éléments de questionnement, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Merci beaucoup Xavier. Peut-être très rapidement, avant de se quitter, Christian qui souhaitait nous poser une question sur la philosophie de la décroissance. Oui, en fait, cette question-là m'a beaucoup perturbé. J'ai regardé à peu près dans la philosophie le fait de dire que nous avons tous, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce humaine, plus exactement, en tant qu'espèce animale, nous avons, et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons je vais le dire avec les mots nietzschéens, nous avons une volonté de puissance. Mais Bergson va parler d'élan vital. Schopenhauer, pareil. Aldous Huxley, la même chose. Posidonius dans l'Antiquité, tous vont parler d'élan vital qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Autrement dit, l'individu humain est poussé en permanence vers ce progrès, vers ce demande de progrès en permanence, et c'est intrinsèque à nous. En regardant l'ensemble des philosophes sur ce sujet-là, j'en tire un peu la même conclusion qu'eux, c'est-à-dire que nous n'arriverons pas à arrêter ce que nous faisons et même à décroître. Il y a un proverbe anglais qui est très connu qui dit « Quand le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas le remettre ». La question, ce n'est pas est-ce qu'on doit le remettre ou pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait du génie.